On a mis réindustrialisation de l'Europe et aussi short sea shipping, nearshoring. En fait, on a essayé de mélanger un certain nombre de concepts. Vous avez vu ce matin, j'étais pas là, mais on a déjà parlé de conteneurisation. On est attaché à parler de roulier, on l'avait déjà fait l'an dernier ici à Shipping Days. Pourquoi on a mis un peu ce titre alambiqué? Parce qu'on sent qu'on est à la croisée d'un certain nombre de choses. Alors, je ne vais pas raconter ma vie, mais il y a 20 ans, plus de 20 ans, j'étais au bureau, à la cellule de promotion du short sea shipping. On a essayé de faire plein de choses et puis en fait, on s'apercevait que c'était difficile. Et entre-temps, les business quand même se sont montés. Je parle de l'arrivée d'abord des Turcs avec des FDS. On a vu le développement quand même pas mal du feedering en Europe. On a vu l'arrivée du 45 pieds, même si c'est peu présent chez nous. Donc on voit bien qu'il y a des choses autour du short sea shipping qui s'est quand même développé malgré des frustrations. Et certains connaissent les lignes maritimes qui ont vécu quelques mois ou quelques ans en France là-dessus. Et, et puis d'un autre côté, il y a un nouveau contexte. Et le nouveau contexte, alors je fais pas mal d'interventions, je fais exprès de faire un pitch au début, rassurez-vous, il n'est pas très long. On a vu un nouveau contexte avec des mots qui sont apparus comme le de-risking, s'enlever des zones difficiles au moins, alors pas forcément du point de vue politique, mais peut-être du point de vue douanier. Évidemment, la guerre commerciale de Trump, on parle de nearshoring. Donc l'industrialisation dans les rivages proches, friendshoring, en plus des rivages proches qui doivent être amis. Et donc ça pose comme ça un certain nombre de questions autour de nouvelles lignes maritimes, de nouveaux services. Mais pour qu'il y ait de nouvelles lignes maritimes, il faut aussi qu'il y ait de la marchandise. Alors, de la marchandise en intramed, en intra-atlantique, parce qu'ici on y est très attaché sur la côte atlantique, parce que notre façade atlantique, elle va quasiment de la Norvège au Maroc. Et puis il y a les deux techniques, c'est pour ça qu'on a eu du roulier et du conteneur, parce qu'il y a l'historique du conteneur, mais il ne répond pas à tout. On a vu le développement du roulier. Il ne faut pas oublier l'intermodalité, même si on est dans du court, on l'a vu notamment avec les lignes turques. Donc voilà, je voulais un peu introduire la thématique comme ça, puis je vais faire un truc que je ne fais pas d'habitude, c'est qu'il y a Olivier Carmès, qui est le directeur du port de Sète, qui est malade, qui n'a pas pu venir, donc il ne va pas être là. Et j'aurais dû lui poser des questions, mais il y a le port de Sète qui est ici, et puis vous avez vu, il y a quand même une belle histoire qui avait été montée par UND Roro, qui a été redéveloppée par qui a été portée maintenant par DFDS. Il y a l'histoire du ferroviaire. Donc on a l'exemple d'un port européen avec la volonté d'un armateur, des chargeurs, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs aussi qui sont importants, des solutions ferroviaires. Et on voit bien comme ça, voilà comment un petit port européen qui était plutôt dans la 4e division ou la 3e division il y a quelques décennies a pu s'affirmer sur une position très nouvelle dans le roulier depuis 20 ans. Et puis le port de Sète annonce aussi une ligne conteneurisée avec MSC. Donc voilà, tout en étant à côté, et Jacob le sait bien, à côté d'un des plus grands ports méditerranéens, preuve qu'il y a des choses à faire. Donc notre question aujourd'hui, elle va tourner autour de qu'est-ce que peut faire le maritime par rapport à cette connectivité, et y a-t-il éventuellement des nouveaux business? Je vais me tourner d'abord vers Jean-Christophe Herry. Vous êtes directeur général gérant de Somaloir Man-Océan à Montoire. La vieille activité, hein, puisqu'elle est pratiquement, le port moderne de Montoire est pratiquement né sur le roulier. Alors, ma première question, c'est un peu présenter Somaloir et son histoire d'abord dans le roulier automobile intra-européen. On avait aussi parlé d'automobile l'an dernier, on va en reparler parce que c'est quand même une des bases de trafic, un peu présenter un peu l'entreprise et ses business plutôt actuels pour parler éventuellement après de ce qu'on peut faire. Donc, bonjour à tous. Parle bien. Assez fort, ouais, parce que j'ai un petit problème de retour là. Donc le terminal roulier de Montoire de Bretagne a été créé dans les années 70 et il est né d'une volonté de liaison maritime entre le port de Vigo et le port de Montoire. Deux ports qui sont adossés aux usines Citroën à la fois de Rennes et de Vigo. Donc on y transporte quoi? On y transporte principalement de la pièce automobile pour la construction, donc pour alimenter les usines, mais également ensuite les produits finis, donc les véhicules qui sont destinés au marché soit européen, soit français, soit espagnol. Ensuite est venu s'ajouter dans les années 2000 à peu près donc une maritimisation des flux industriels de Airbus, principalement porté par le lancement de l'A380 qui était un avion comme assez conséquent et qui a eu besoin du maritime pour acheminer les différentes pièces. Plus récemment, c'est à peu près 10 ans, donc on a commencé à recevoir les premiers bateaux donc en provenance du Maroc, suite à l'industrialisation et la création d'une filière automobile au Maroc. Tout récemment, c'est pas plus tard que l'an dernier, on a ouvert une nouvelle ligne aussi, mais là plutôt sur le Nord-Europe, avec le port de Emden, donc au profit d'un constructeur allemand. Et puis là, bientôt, je dirais, on va ouvrir à partir du mois de juillet donc une nouvelle ligne aussi sur Saint-Pierre et Miquelon, Halifax et Baltimore,
en l'occurrence opéré par un armateur qui s'appelle Neoline. Donc on voit effectivement la lumière de tout ça, qu'on a un terminal qui est extrêmement polyvalent. On va recevoir tout un tas de marchandises entre la voiture, la remorque, éléments Airbus industriels ou après du divers roulant. Donc on a un terminal qui est adapté, je dirais, à cette multiplicité de trafic. Une des particularités pour l'automobile, c'est quand même sorti du périmètre de PSA, c'est-à-dire du monoclient, pour justement avoir. Il y a eu Renault, il y a eu Dacia, il y a une marque allemande, je ne vais pas plus citer. Volkswagen. Volkswagen, exactement. Donc voilà, c'est aussi la nouvelle configuration des usines en Europe du Sud et la clientèle aussi, puis la couverture. Quelle est l'attente justement de ces chargeurs entre la relation bassin de consommation versus bassin de production et du rôle que peut avoir un port comme Montoir? C'est très clair aujourd'hui. Et on l'a observé avec l'industrie automobile, on a un rapprochement des lieux de production des pays limitrophes. Alors ça peut être donc les pays limitrophes à l'Europe, mais également intra-européens. Et ça nous sert. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a tous les flux donc, marocains. Donc on a une multiplicité, intensification de tous les échanges, alors que ce soit les biens industriels, donc en l'occurrence les voitures, mais également aussi une partie de biens de consommation ou produits agroalimentaires. Et ça veut dire qu'il faut de la surface aussi, parce que le port est un élément de stockage, donc il faut être capacité d'accumuler du véhicule avec des fois des temps longs, des temps courts. C'est quoi, Montoir? On est plutôt sur du stockage long ou on est plutôt du tampon par rapport au marché? Qu'est-ce qu'attendent les constructeurs automobiles là, sur ces marchés châssis? Très clairement, il faut répondre aux deux. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une solution pour le stockage. Il y a un stockage qui peut à peu près aller sur un bon mois, mais par contre, on doit avoir une solution aussi pour aller très rapidement. C'est-à-dire qu'un port n'est pas un lieu de stockage à long terme. À un port, il faut effectivement qu'il y ait une accélération de la marchandise, et c'est aussi ce qu'on propose à Montoir. Et en termes de préparation, parce que souvent dans les marchés ruraux, les marchés automobiles, mais on sait quand elle est d'Extrême-Orient, il faut des fois les... Là, il n'y a pas du tout de phase. Vous arrivez à en développer? Il y a une demande de tout ce qui est ça apporte un nom que j'ai évidemment oublié, mais tout ce qui est autour de la préparation, de la configuration des véhicules avant les remises au stockage ou à la concession? Si, c'est un outil qui est extrêmement important aujourd'hui pour un roulier. C'est disposer de ce qu'on appelle un PDI, qui permet de préparer les véhicules avant livraison. Alors avant livraison, ça peut être soit aux logisticiens, soit aux concessions proches, soit effectivement aux clients directs, parce qu'on commence à voir aussi les premiers clients qui viennent prendre la voiture directement sur le terminal. Donc on a aussi à Montoir un centre de préparation. Alors la question bateau des voitures électriques, d'abord y en a-t-il? Est-ce que c'est une perspective dont on parle? Parce qu'on ne sait plus si c'est l'avenir ou un avenir moins futur. Et qu'est-ce qu'il faut dans un terminal auto? Justement, à la question des voitures électriques, est-ce qu'elles sont vraiment fabriquées au Maroc, etc. Ou est-ce qu'elles vont venir de Chine? Et après, quelle est un peu l'attente par rapport aux véhicules électriques dans un terminal euro? Il faut avoir une solution aujourd'hui pour les véhicules électriques. Alors, j'ai effectivement en provenance du Maroc, on a les petites voitures, les Amis, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Voilà, donc ça, oui, je vois où c'est à la Baule, oui. Très bien. Donc on a ça, mais on a aussi effectivement en provenance d'Espagne, les nouveaux modèles Renault qui sont produits en Espagne. Et on a tout un système aussi de prise. Alors à la fois, donc, pour le centre de préparation, on a déjà les prises fixes, mais on a également un système de prise mobile pour adapter justement par rapport au parc automobile qui arrive. Donc il faut avoir cette polyvalence de pouvoir recevoir à la fois des véhicules électriques, mais les véhicules classiques aussi. En termes de... On posera après la question de la perspective. Je devais avoir posé une question sur le ferroviaire à Olivier et vous demander quelle était la vision. Donc on enlève la vision de 7. Le ferroviaire, notamment sur ces marchés automobiles à Montoir, qui n'a pas d'histoire ferroviaire, qui n'a pas d'histoire. Comment on peut l'envisager aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre? Parce que pour dire un 7 Barcelone, tous les grands ports en général ont une connexion ferroviaire liée à l'automobile. Alors à Montoir, la vision que l'on a du ferroviaire est un petit peu différente. On n'a pas forcément axé que sur l'automobile, même si effectivement ça reste encore un axe important. On travaille quand même sur trois modèles un peu différents de ferroviaire. Le premier, c'est un train complet effectivement de voiture avec unité de largement, donc soit remorque, parce qu'on fait beaucoup de remorques aussi à Montoir, voiture ou conteneur, peu importe. Mais on travaille aussi sur un train complet mais avec une mixité de marchandises dessus. À l'exemple de la plateforme de Saint-Berthevin qui va se créer l'année prochaine, où sur un seul train complet, on peut avoir différents types de marchandises. Donc ça nous intéresse aussi, parce que c'est assez lié comme à la polyvalence du terminal. Donc et troisième point... Oui, ça veut dire une autorité portuaire qui, avec son maloir, voire avec la conteneurisation, est capable de créer un produit nouveau serait un train mixte avec... Oui, parce qu'on a la chance d'avoir
une infrastructure à montoir qui existe, qui est entretenue. Il y a des investissements très forts du port sur le ferroviaire et portés aussi par la région. Donc on croit effectivement à une diversité de solutions. C'est-à-dire qu'on n'est pas axé sur un seul modèle, c'est juste le train-voiture, mais on cherche aussi effectivement sur les trains complets avec une mixité de marchandises, voire même du wagon isolé, ce qu'on travaille aujourd'hui à un montoir déjà. Donc le wagon isolé, c'est un wagon qui se raccroche ensuite à un train complet un peu plus loin, soit à Nantes, soit un peu plus loin. Et ça, on a déjà une ligne existante qui part de Montoire et qui va à Lyon. Donc le wagon isolé, c'est aussi une opportunité de développement pour un port. C'est totalement hors de sujet, mais les services océaniques en voiture sur Montoire, on peut je parle des voitures qui arrivent d'Extrême-Orient, pas forcément chinoises, mais est-ce qu'on a aussi une capacité d'être un lieu d'import sur ce type de navire? Ou c'est vraiment focalisé sur ou les grands ports méditerranéens ou sur Zeebrugge ou Bremerhaven? Non, on est ouvert à tout. On est ouvert à tout. On a aujourd'hui la chance d'avoir une infrastructure à Montoire qui permet d'accueillir des bateaux, alors soit en rampe axiale, soit des rampes à navire en rampe 3/4, avec effectivement la profondeur d'eau est nécessaire, les infrastructures et les superficies aussi, parce qu'on a encore la chance d'avoir un peu de réserve foncière à Montoire. Donc ça, c'est aussi très important. Je voudrais revenir sur les remorques. Où on en est dans les remorques? Il y a les remorques logistiques de la ligne de Vigo historique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent se mettre? Ou est-ce que c'est une ambition? Ou c'est encore du potentiel qu'on n'a pas encore vraiment exploré? C'est encore du potentiel, mais on a une expérience. Aujourd'hui, le montoir Vigo existe encore. On passe à peu près à 10 000 remorques à l'année, ce qui n'est pas rien. Mais par contre, on croit beaucoup au développement de la remorque à montoir. Pourquoi? Parce qu'on veut rester dans cette approche un peu multi-métier à montoir. C'est-à-dire qu'on a la voiture, on a la remorque, on a l'industriel et le divers roulant. Ce qui nous fait penser qu'on va pouvoir se développer encore sur la partie remorque. Donc on a effectivement le rapprochement, c'est ce que vous disait tout à l'heure, des usines et les moyens de production dans des pays pas très loin de la France. Mais on a également un rapprochement de la marchandise près des bassins de consommation, avec peut-être des nouveaux modèles aussi sur les approvisionnements des agglomérations. Donc moi je pense que les ports ont aujourd'hui un rôle important à jouer sur à la fois de présenter une offre de transport différente, mais également et pourquoi pas une distribution aussi des agglomérations au départ du port. Et on voit aussi en complément de ça donc deux éléments supplémentaires, c'est-à-dire qu'on a au début tous les modes de transport aujourd'hui ont un programme assez ambitieux de décarbonation. C'est-à-dire qu'on peut prendre le maritime. On va voir effectivement bientôt des bateaux à voile à montoir. On a les futurs navires LDC-Plane, donc Airbus, qui vont arriver aussi l'année prochaine avec de nouveaux moyens de propulsion. On travaille aussi sur du transport en camion électrique. Donc on voit que voilà, donc, tout ça participe à la décarbonation globale du transport. Et on a aujourd'hui des donneurs d'ordre qui soient chargeurs ou qui soient commissionnaires de transport, qui eux sont plus agiles aussi à manipuler ces concepts-là. Donc lorsqu'on ajoute un petit peu tout, c'est-à-dire que les usines se rapprochent, on a effectivement une décarbonation du transport, on se rapproche des bassins de consommation et on a des gens qui sont plus agiles, je dirais, à manipuler ces concepts-là. Donc on se dit à montoir avec l'expérience que l'on a, et la superficie qu'on a aussi, et la position géographique qu'on a, on a encore une carte à jouer, à mon avis, pour le développement de la remorque. Et la meilleure ambition, c'est une ligne sur le Maroc pour justement couvrir multi-produits, y compris multi-techniques, parce qu'il peut y avoir la remorque, le 45 pieds sur ma fille, puisque par exemple DFDS fait des conteneurs sur ma fille, donc c'est quand même un des focus. On parlera d'Irlande juste après, mais ça peut être le meilleur marché à capter peut-être? Oui, c'est un marché assez extraordinaire, en pleine expansion. Aujourd'hui, le Maroc investit beaucoup, se diversifie, et on voit déjà au travers des échanges que l'on réalise depuis déjà quelques années, on voit une progression assez significative, et puis avec une multiplicité de marchandises qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Et sur l'Irlande, il y a des choses à faire où c'est un peu des trucs qu'on met dans les rapports et puis il n'y a pas forcément de réalité. Non, on a une veille. D'accord. Il y a un élément, parce qu'il y a un nouveau journal qui s'est mis en place au World Cargo News. Je lisais 2 articles ce matin. J'en lisais un sur l'arrivée de la zone CK en Atlantique et surtout la difficulté qu'il y a à redonner aux chargeurs le surcoût qu'il peut y avoir, puisqu'on disait dans la conteneurisation on peut le faire et c'est difficile sur le ferry. Si on a une augmentation des coûts du maritime, est-ce qu'on n'a pas tout l'équilibre, c'est de dire dans l'arc atlantique on peut faire du maritime, ça sera moins cher que le tout route. Est-ce qu'on ne peut pas retrouver aussi des coûts du maritime qui seraient
un peu plus élevé et en plus une difficulté peut-être à le remettre sur une remorque qu'on est en train d'attirer. Est-ce que ça peut être un point de, même si c'est intéressant pour l'environnement? C'est une question commentaire. Oui. C'est pour ça que la marchandise se rapproche des bassins de consommation. Et voilà, peut-être effectivement aujourd'hui on voit de la marchandise qui traverse, qui part du sud de l'Espagne et qui peut monter jusque dans le nord de la France. Je pense que ces modèles-là ne pourront pas exister encore demain. Ça semble extrêmement difficile. Et c'est pour ça que les transporteurs aujourd'hui maritimes décarbonent très vite aussi, pour à la fois respecter les nouvelles normes qui arrivent, mais également pour assurer, je dirais, ce développement pour moi du maritime, en complément de la Après, j'ai un dialogue avec un armateur qui est ici et vous êtes lié à Suardiaz. On a des armateurs aussi européens qui ont des fois un peu des flottes vieillissantes. Suardiaz en est vraiment l'exemple. Justement, dire qu'on va décarboner avec du maritime sans avoir des investissements, est-ce qu'on est conscient qu'il y a un peu... On a une question en tout cas environnementale sur ces marchés intra-européens, pour finir sur le roulier. Non, les armateurs investissent fortement aujourd'hui. Hein. Enfin, en tout cas, nous, on observe ça. Tous les armateurs aujourd'hui, c'est des investissements très très importants. Donc on voit bien qu'il faut quand même des nouveaux rouliers, des fretteurs purs sur des gabarits plus élevés, performants environnementalement, pour répondre à l'attente des chargeurs, à la RSE et notamment dans ces marchés-là. Ouais, nous, sur une année, on va avoir 4 nouveaux navires qui vont arriver sur une année. Donc voilà, donc il y a un mouvement de fond qui arrive. Merci Jean-Christophe, je crois qu'on a fait le tour de ce marché roulier. On va s'attaquer à la conteneurisation intra-européenne. Alors Jean-Baptiste Perrin, vous êtes responsable de l'agence maritime Wakeline pour Montoire Nantes, c'est ça? C'est exact. C'est exact, c'est bien ça. Alors Wake, quand on connaît le maritime, on connaît les initiales, on sait qu'ils sont néerlandais. Présentez-nous un peu ce groupe et sa positionnement de marché, vraiment la présentation générale de l'entreprise, notamment à l'échelle européenne. Alors, tout d'abord, on est un plutôt petit armateur européen, on va dire, essentiellement, avec 12 porte-conteneurs entre 6 000 et 12 000 tonnes, donc entre 750, 800 EVP par bateau. Et on a donc une activité essentiellement en short sea, donc petite distance sur l'arc atlantique européen, c'est-à-dire en gros du Benelux jusqu'au Maroc et les Canaries, mais aussi l'Espagne, Portugal, le Royaume-Uni et l'Irlande. On a maintenant donc depuis peu une agence qui vient d'ouvrir à Nantes, et une nouvelle ligne depuis à peu près fin 2023 qui fait escale à Montoire et qui ramène donc des conteneurs du Portugal. À l'origine, elle a été ouverte pour répondre aux besoins d'un client portugais, mais on charge pour toutes sortes de clients, bien évidemment. Voilà, donc c'est notre activité principale. On a aussi une activité deep sea, mais en co-loading, et c'est moins important dans l'activité générale de WEC. Donc, ce short sea pur, c'est-à-dire on enlève le feedering. Ouais. Qu'est-ce qui représente chez vous, pas forcément à Montoire, mais sur ce marché ouest européen, quelle est la proportion entre le feedering et le short sea shipping? Grosso modo, à l'heure actuelle, la proportion est d'à peu près 55% de feedering, donc pour diverses sociétés, mais surtout à l'heure actuelle MSC, mais on en fait également pour d'autres compagnies, Hapag-Lloyd par exemple. Et puis de l'activité également, donc l'activité short sea pure, hors feedering, donc cabotage, import-export. Ça, c'est vraiment 45%. Alors après, à répartir entre ce qui est travail pour les clients transitaires et ce qui est travail direct pour les chargeurs. Et là, c'est à peu près 50-50. Et dans les conteneurs, il y a quoi? D'une manière générale, parce que c'est dans le short sea européen, si on enlève un peu le Maroc avec du manufacturier, si on prend du Portugal, de l'Espagne, c'est quoi qu'on trouve comme type de marchandise? Alors, depuis le Portugal, en import, c'est essentiellement du textile et du papier, et des pierres aussi, j'ai oublié. Oui, c'est vrai. Un bon marché, c'est important. C'est lourd, c'est lourd, mais ça se containerise bien.
Voilà. Et surtout, c'est des flux très réguliers. Donc ça, c'est très bien pour le fond de cale. C'est parfait. Voilà. Donc ça, c'est le genre de produit. Le Maroc, faut pas le négliger, hein, c'est important. Oui, non, mais c'est pour savoir un petit peu voilà, pour la péninsule ibérique. C'est des gros volumes. Hein. Après, les produits qui sont exportés depuis ici, donc depuis, j'allais dire, quand je dis ici, j'entends l'Hinterland de Montoire, hein, essentiellement. Mais bon, ça sera valable également pour Le Havre et pour d'autres ports éventuellement. C'est beaucoup d'agroalimentaire comme marché. C'est beaucoup d'équipementiers, automobiles, etc. Bon, on en a parlé pour le roulier, mais c'est valable aussi pour la conteneurisation, bien évidemment. C'est l'industrie lourde. Et donc ça, ce sont des clients qui souvent passent par des transitaires pour venir nous voir, donc sur des plus petits volumes. Mais c'est aussi des clients qui peuvent éventuellement faire un bel appel d'offres annuel avec des volumes très réguliers. Et là, bon, évidemment, c'est une société comme la nôtre, on peut se permettre à ce moment-là de répondre de façon assez flexible. Parce qu'on peut mettre la capacité, si c'est nécessaire, si la demande est suffisante, pour y répondre, je veux dire, pas instantanément, mais dans l'ordre de quelques semaines, quoi. Et ce short-ci, il fait beaucoup de camions de son côté. C'est des hinterlands étroits qu'il y a derrière les ports, ou on arrive aussi à lui faire des distances scandaleuses? Alors, en général, c'est plutôt des petites distances. Hein. Je veux dire, l'hinterland direct, pour un port comme Montoire, par exemple, c'est de l'ordre de 300 ou 400 km maximum, vraiment maximum. Mais on a régulièrement des demandes et des chargements pour des distances beaucoup plus importantes. Alors, c'est évidemment pas la majorité des cas, mais il y a tout à fait des demandes qui vont jusqu'à Lyon, je sais pas, j'ai eu des demandes pour la Saône récemment. Enfin, il n'y a pas de règle absolue, je dirais. La majorité des cas, c'est dans les 300 km. Hein. Alors, vous avez une expérience européenne, on est en France. Il y a des décalages. D'abord, la question, est-ce que les chargeurs sont habitués à faire de la conteneurisation intra-européenne sur le marché français? Et la question après, ce bon vieux 45 pieds, on sait qu'il est pallet wide, mais comme on n'utilise pas beaucoup de palettes Europalettes en France, c'est pas forcément où on en est sur parce que c'est ça qui fait quand même le short-sea européen, c'est l'habitude des chargeurs, plus des fois les techniques maritimes. Alors, il ne faut pas se leurrer, c'est compliqué parce que c'est vrai que les chargeurs ont beaucoup l'habitude d'utiliser la route pour l'intra-européen. Ça, bon, c'est un fait, c'est une évidence. Nous, on voit les choses d'une façon un petit peu plus optimiste, si je peux me permettre. D'abord, on pense qu'avec le type de bateau qu'on a, j'ai parlé de la taille de nos bateaux tout à l'heure, ce n'est pas des bateaux énormes. Hein. Donc, par escale, on va pouvoir prendre peut-être 100 conteneurs, par exemple, 150 si vraiment il y a beaucoup de place. Mais enfin, dans la plupart des cas, ça sera moins. Et de ce fait, si on arrive à capter de la part de chargeurs existants ne serait-ce que 1% de leur flux actuel intra-européen qui, à l'heure actuelle, sont effectivement sur la route, hein, dans beaucoup de cas, nous, ça remplit nos bateaux. Ça remplit nos bateaux instantanément, je veux dire. Donc, notre intérêt à nous, c'est évidemment pas de nous présenter vis-à-vis des transporteurs routiers ou des transitaires, d'ailleurs, qui sont souvent eux-mêmes transporteurs routiers, par ailleurs, de se présenter en compétition directe. C'est ridicule, on n'en aurait pas les moyens de toute façon. L'idée, au contraire, c'est de se présenter comme des partenaires potentiels pour aller, j'allais dire, pour fournir à leurs clients une alternative où d'ailleurs les derniers kilomètres seront de toute façon faits par ces mêmes routiers. Donc, nous, on voit les choses plutôt comme un partenariat. D'ailleurs, la plupart des transporteurs avec qui on travaille tous les jours pour le pre-carriage, long carriage,
Ils le comprennent très bien, et ça se passe très bien aussi. Il y a, je pense, une compréhension de la part de ces gens qu'il y a des demandes qui peuvent être diverses, dues à la question de l'environnement, dues à la question tout simplement de la qualité de la vie des riverains des routes françaises ou européennes. Voilà, c'est des questions que les gens comprennent très bien. Le 45 pieds, un vœu pieux, il faut que ça vienne de vous, il faut que ça vienne des transitaires. Alors, nous, on y croit. On a acheté des 45 pieds récemment. On a acquis une flotte de 45 pieds pour nous. On pense que en nous présentant pour faire du report modal, hein, soyons clairs, la question du 45 pieds, enfin, le 45 pieds, c'est une réponse à la question du transport modal. On peut faire du report 1 pour 1. Oui, il y a des complexités supplémentaires. Oui, l'utilisation des types de palettes différents fait que c'est pas aussi simple que ça. Mais pour nous, c'est quand même l'idée, c'est quand même ça, c'est de pouvoir dire voilà, vous pouvez prendre votre outliner, le dépoter, le rempoter sur notre conteneur et vice versa sans problème. Voilà, c'est faisable, quoi. Et avec un 45 pieds chargé, on est aux 44 tonnes routier sans souci. On n'a pas des... Alors, bonne question, parce que j'ai eu le cas la semaine dernière. Le 45 pieds, pour rester en dessous des 44 tonnes, il faut charger moins de poids que dans un 40 pieds. Donc, il faut faire attention. Oui, il y a des limites différentes. Donc, ça ne va pas se prêter à tous les types de chargement. On est bien d'accord. Mais bon, à partir du moment où on fait attention à ça, on connaît nos limites. On sait qu'en gros, c'est 25 700 tonnes à peu près. Je dis peut-être des bêtises, mais à quelques dizaines de kilos près. On est dans les clous. Voilà. Et on fait pareil, la même chose pour les reefers. Parce que quand on dit Pays de Loire, par exemple, c'est beaucoup d'agroalimentaire. C'est des clients qui ont besoin de reefers. Donc, ce qui fait sens, c'est le 45 pieds reefer. Et de la même façon, on en a acquis quelques-uns, enfin, pas mal même. Et on en a là 2 avantoirs qui sont prêts à être utilisés. Question sur le ferroviaire. Évidemment, c'est très prospectif. Ça a aussi un intérêt pour vous d'avoir des lignes ferroviaires intra-européennes en complément de ce chantier intra-européen? Absolument. Alors, WEC, nous sommes opérateurs ferroviaires également, puisque nous avons nos propres trains en Espagne, donc, entre Bilbao, Valence, Saragosse, Madrid. Donc, on a une expérience. Pareil sur le Botlek aux Pays-Bas. Donc, aussi bien notre agence en Espagne, on a une très grosse agence en Espagne, qu'aux Pays-Bas, ont l'expérience du ferroviaire et donc y compris trains dédiés. Sur la France, on n'a encore pas on n'a pas encore eu cette expérience-là, mais c'est très clairement dans nos plans de développement. Oui. Pour finir, le nearshoring, ça existe ou pas? Vous l'avez rencontré quelque part ou c'est des mots qu'on lit dans la littérature économique, enfin dans la presse économique qui n'ont pas de... Alors, est-ce qu'on l'a rencontré? C'est difficile à dire parce qu'on a des clients chargeurs qui produisent effectivement, par exemple au Portugal, très clairement. Bon, mon patron revient à l'instant du Portugal et la première chose qu'ils lui ont montré, c'est toutes les usines qui se construisent autour de l'Aixos, par exemple, qui est notre port principal de transbordement sur l'Atlantique, sur la partie... le port de Porto, hein, pour être clair. Le port de Porto, effectivement. Donc voilà, ça pousse comme des champignons, les usines là-bas, et c'est clairement, au moins en partie, du nearshoring. Nearshoring, c'est quoi? C'est des investissements dans des pays à main-d'œuvre, on va dire, pas trop cher. Soyons un peu honnêtes. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le Portugal et éventuellement l'Espagne, mais surtout le Portugal, le Maroc, bien sûr. Monsieur a parlé du Maroc avant. C'est clairement pour nous une zone de développement très importante, mais également la Pologne. Donc il y a beaucoup de création d'usines également en Pologne. Et pour nous, c'est un axe de développement aussi. Alors, bien qu'on n'ait pas de liaison directe à l'heure actuelle avec la Pologne, on a une agence
en third party, mais qui est quand même une agence importante. Et beaucoup de projets d'export et d'import depuis les pays baltes et la Pologne. On fait beaucoup de bois avec eux en particulier, mais pas seulement. Et là aussi, le nearshoring, pour nous, c'est une réalité dans le sens où on commence à se placer dans cette optique-là. Je sais par exemple qu'il y a des usines textiles qui se créent au Portugal et on a bien l'intention avec notre agent sur place, qui est un agent dédié, de récupérer ce marché-là. Alors, pour l'anecdote, on a échangé sur une entreprise, alors je ne sais plus l'origine, mais qui va installer un sous-traitant de Puma, Adidas et Nike qui s'installe au Portugal. Donc Exact. on voit bien qu'il y a quand même une réalité de ce réinvestissement ou de ces investissements manufacturiers à l'ancienne au Portugal et la continuité sur le Maroc. Tout à fait. Avec un intérêt, c'est que c'est arc atlantique. D'ailleurs, ça peut aussi concerner un jour La Rochelle, parce que ces feeders, ils ne sont pas obligés de... La logique du feeder, rappelez-vous, il y a des ports en Espagne ou en Italie où il y a chaque port qui a une escale du feeder, du navire short sea. On n'est pas obligé d'être à 500 km les uns des autres. Il y a quand même ce côté, la tournée du laitier chez un certain nombre d'opérateurs. Voilà, c'est le point où la régularité du trafic, c'est à la fois la chance et la difficulté un petit peu. Hein, parce que avoir un trafic régulier, en général, pour nous, c'est hebdomadaire quand on dit trafic régulier. Sur l'arc atlantique, c'est un vrai challenge. Il faut être clair, on n'y arrivera pas toujours. Parce qu'il y a le temps. Les tempêtes dans le golfe de Gascogne, ça rigole pas du tout. Hein. Surtout avec des petits porte-conteneurs. Hein, Surtout avec des petits porte-conteneurs. Oui, voilà, on a des bateaux qui ne peuvent pas se permettre de sortir par tous les temps, soyons clairs. Bien sûr, là, quand il fait beau comme ça passe tranquille, c'est bien, etc. Quand il y a une vraie grosse tempête, le choix entre sortir ou pas sortir, c'est le choix du capitaine. Et on fait ce qu'il dit, c'est tout. On a eu l'exemple de nos amis de MSC la semaine dernière. Ils ont voulu sortir quand même. Et voilà, les photos ont fait la une des journaux, malheureusement. Je ne dis pas ça pour me moquer des copains, ça nous est arrivé aussi des fois. C'est pas du tout, ça arrive à tout le monde, ça. Mais il faut être clair. La sécurité, c'est une vraie préoccupation pour nous. Et le problème, évidemment, c'est que dans l'Atlantique, la régularité, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir à 100% tout le temps. Mais on essaie quand même de le vendre à nos clients. Donc, pour un peu conclure, mais sur cet espace atlantique, on voit bien qu'entre industrialisation au Portugal, le rôle du Maroc, on pourrait même ajouter la Tunisie éventuellement, voire la Turquie dans une version très très large. Et de l'autre côté, les bassins de consommation. Et pour aller à la Pologne, finalement, c'est tout ce pourtour, que ce soit en short sea conteneur ou en short sea roulier, il y a des choses à faire si on rentre dans le cadre, en plus de la décarbonation, des routes plus courtes. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est surtout sur du très long routier, que ce soit de la Pologne ou de l'Espagne. Donc c'est des perspectives intéressantes. Pour finir avec des armateurs, vous êtes épaulé peut-être par un groupe supérieur au-dessus de vous. Comme on l'a vu avec Somalois, il faut aussi des armateurs qui aient des épaules, qui aient envie et qui aient envie de se lancer là-dedans par rapport à il y a quelques décennies. Il faut avoir les épaules solides. C'est clair que d'avoir ses propres bateaux, comme ce qui est notre cas, c'est évidemment, ça aide quand même beaucoup, ça nous donne une vraie flexibilité. Hein. Mais c'est sûr aussi qu'avoir un grand groupe en partenaire, disons, ça aide aussi beaucoup pour donner une certaine liberté d'action. Ça peut parfois être aussi une contrainte. Merci bien, on va se tourner vers la Méditerranée. Jacob Sidenius, vous êtes PDG de Sillard, terminal conteneur de Fosse 2XL et en même temps président de l'Union maritime. Donc vous allez répondre sur les deux perspectives à la fois de l'entreprise et du marché. Un peu présenter justement, alors présenter votre terminal, mais en fait où en est un peu Fosse. Et pour glisser sur la deuxième question, sur l'intramed justement, parce que bon évidemment les lignes océaniques on les connaît, mais il y a aussi une vieille fonction. Pour tout vous dire, il y a une journaliste qui veut m'interviewer après pour parler de France-Algérie. Et on sait le rôle, par exemple, des transitaires de la place Marseille sur l'Afrique du Nord. Donc, toute cette position un peu de Marseille sur l'intramed, Turquie et la conteneurisation. Merci. Oui, effectivement, je suis le directeur général de Sillard, qui est un des 2 terminaux à conteneurs de Fosse. Mais je suis aussi le président en exercice de l'Union maritime et fluviale. Il y a 3 terminaux à conteneurs dans le bassin de l'autorité portuaire Marseille-Fosse. Donc, on est 2 à Fosse. Eurofosse et Sillard, côte à côte,
qui sont tous les deux capables de recevoir des très grands navires, des 24 000 TEU, et qui les font régulièrement. Et après, nous avons le terminal Med d'Europe, qui est dans le bassin de Marseille, et qui a effectivement, historiquement, et plus en plus, une vocation interméditerranéenne. Il a plus de contraintes de taille de navire qu'il peut recevoir. Donc on peut dire que pour les deux terminaux à Fos aujourd'hui, le trafic interméditerranéen est minoritaire, un rapport de trafic à Asie et autres deep sea. Par contre, pour Marseille, c'est clairement de loin le plus grand, c'est Dom-Tom et West-Af et interméditerranéen. Et c'est une bonne partage de trafic comme ça. Oui, il y a un lien historique entre Marseille et l'Afrique du Nord, qui est toujours très vivant aujourd'hui. Il est mouvementé. Vous avez parlé de l'Algérie, et c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. L'Égypte, la Turquie, etc. Donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille chaque jour. On peut toujours dire que ça pourrait être pire, ça pourrait être Trump. Donc, où est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas des aléas? Mais clairement, pour nous, on le voit comme un axe stratégique de croissance. Le nearshoring, pour nous, c'est une réalité. Le trafic, et là, je parle aussi des côtes méditerranéennes françaises, parce que je pense qu'un des effets de nearshoring et short sea, c'est justement de pouvoir diversifier les ports. Si on parle d'un porte-conteneur de 24 000 TEU, sur la côte méditerranéenne française, il y a un seul port. Par contre, si on parle de Ro-Ro, des tailles de navires-conteneurs comme celle de Wegline, tout d'un coup, il y a Sète, il y a Toulon et peut-être demain Port-la-Nouvelle qui rentrent dans le jeu. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire que, comme président de l'Union maritime, est-ce qu'à Marseille, il faut maintenir le fer du roulier, le fer du conteneur, un terminal efficient dans la conteneurisation, les lignes de roulier? En plus, on voit que sur des marchés comme la Tunisie, qui est très roulière, l'Algérie, on sait qu'on ne fait pas de roulier, il faut vraiment que l'autorité portuaire et la communauté portuaire travaillent les deux marchés en permanence. Pareil sur la Turquie, il y a la ligne de 7, mais maintenant les compteurs d'Arcas, ils sont à Marseille. C'est vraiment cette ligne qu'il faut avoir. Je pense qu'il faut, clairement, il y a une concurrence forte, notamment sur la Turquie, mais pas que, entre les conteneurs et le Ro-Ro. Et en fonction de quel flux et quel extra, on peut choisir l'un ou l'autre. La concurrence est vive et on pense qu'il va le rester. Et ça veut dire que logiquement, une autorité portuaire comme la nôtre devrait jouer sur les deux chevaux. Ceux qui travaillent notamment avec la Turquie m'ont dit aussi qu'il reste un pas très important sur le tout de route. Et ça veut dire qu'on n'est pas sur un jeu à somme zéro. Il y a encore beaucoup de tout route qui peut être converti à maritime. Et si on arrive, ce serait une bonne chose. Donc oui, le marché conteneur et le marché Ro-Ro, c'est le cas pour la Tunisie, c'est le cas pour le Maroc, l'Algérie et la Turquie. Donc les deux vont, dans mon opinion, coexister d'ici à l'infini, peut-être avec le petit haut et bas pour chaque marché, mais il y a une place pour les deux marchés. Il n'y a pas un qui va tout prendre et l'autre va disparaître. Et des nouvelles destinations, par exemple, comme l'Égypte, c'est des bruits qu'on entend chez vous. On sait qu'il y a une ambition à la roulière, elle n'est pas sur Marseille, elle est ailleurs en Europe. Est-ce qu'il y a réindustrialisation ou nouvelle industrialisation sur l'Égypte? C'est des choses qui peuvent être intéressantes? Je pense. C'est public. L'Égypte, clairement, a regardé le Maroc, notamment la zone de Tanger. Et il s'est dit, tiens, c'est pas mal, moi aussi, je veux. Et en temps normal, hors outil, le canal de Suez est quand même un bon endroit pour faire passer les navires. Et ça veut dire que la connectivité est plutôt bonne. Donc moi, sur le plus long terme, je y crois. Je pense que demain, l'Égypte sera essayer de copier ça qui a marché à Maroc. Et ça veut dire que logiquement, il va y avoir des flux plus importants. On entend beaucoup aussi, en parlant de copies, une volonté de copier Israël sur les fruits et légumes, et la gestion de l'eau et des flux contre-saison. Donc peut-être demain, on aura des fraises et des artichauts, des avocats, pas d'Israël, mais aussi de l'Égypte. Donc je pense que moi, je parierais sur le fait que dans quelques années, on va avoir des flux accrus dans tous ces pays. Je crois au Maroc, je crois en Turquie, je crois en Égypte. Tunisie est important pour nous. On voit les flux, et là aussi, conteneurs et remorques qui se portent bien, et aussi avec des passagers. Donc, et l'Algérie, c'est des hauts et des bas, mais il y a quand même un flux important, notamment, évidemment, dans le sens export. Les grands absents aujourd'hui, c'est la Libye, où il y a une petite activité, mais ça reste marginal.
Je pense que tout le monde est un peu en mode observatoire. Il y a un potentiel, mais quand est-ce qu'il sera exploité? Ça, c'est une bonne question. Un porte-conteneur en intramed, c'est quelle taille? C'est un 500 pour aller à Rhodes ou un 2000 depuis l'Égypte? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez comme type de navire en général? Il y a de toutes tailles. Nous avons de 130, 148 mètres pour l'Algérie, par exemple. Et nous avons aussi de 220, 230 mètres pour la Turquie et l'Égypte et Israël. Donc il y a les deux, donc en gros de 2000 à 3000 TU dans cette taille-là. Et sur le bassin Fos-Marseille, c'est quoi l'attente des chargeurs et transitaires? C'est plutôt Marseille, bassin Est, ou c'est plutôt à Gravelot, à Fos? Quelle est on disait traditionnellement qu'ils voulaient être près des entrepôts derrière des quartiers nord, hein, pour être clair. Ça reste ça, ou il peut y avoir une logistique un peu plus moderne sur Marseille-Fos? Je pense qu'aujourd'hui, ça dépend beaucoup qui vous demandez. Il y a clairement beaucoup de transitaires qui sont installés à Marseille et qui ont l'habitude de travailler avec Marseille et qui sont contents avec ça. Et après, il y a des flux, notamment par exemple les barges, qui ont tendance donc d'arriver à Fos. Donc il y a plusieurs lignes qui coexistent. Il y a des lignes, par exemple l'Algérie à partir de Marseille, beaucoup même. Et après, il y a aussi des lignes à partir de Fos. Donc ça dépend un peu qui vous demandez. La Turquie aussi, il y a des lignes à Marseille, il y a des lignes à Fos. Donc ça dépend un peu qui vous êtes. La question de la place pour ces navires, si on développe de la conteneurisation à Marseille-Fos, c'est aussi avoir plus de navires en dehors des conteneurs. La place à Gravelot, enfin sur un Fos 3XL, c'est aussi l'intérêt d'avoir plus de place pour toutes sortes de navires. En plus, maintenant, vous voyez débarquer des très gros navires qu'on pensait jamais arriver, mais bon, quand on demande l'Afrique oblige, versus aussi ces feeders ou ces navires plus gros. C'est quoi l'attente sur Fos Gravelot? Enfin, vous avez vu la Dars 2. Oui, donc l'autorité portuaire vient de lancer le débat public sur l'extension de 3XL, comme il s'appelle, donc l'extension du quai principal à Gravelot de 450 mètres. Et c'est de tout ça. C'est les grands navires qui sont plus en plus grands, c'est les feeders qui sont plus nombreux et c'est les barges aussi. Et finalement, tous ces types de navires se font concurrence sur la même longueur de quai. Et les longueurs de quai est devenue insuffisantes. Donc c'est une réponse à l'ensemble des enjeux. Il n'y a pas un ou l'autre, c'est de tout. Ils sont tous sur le même quai et ils se font donc concurrence sur la longueur de quai. Alors, quand on a parlé des lignes maritimes et des marchandises, il y a deux débats qui nous restent. C'est les zones logistiques à l'arrière. Fos Distripper, est-ce qu'il en faut encore? Est-ce qu'il y a les perspectives? Et après, on parle d'intermodalité, mais on commence d'abord par la capacité de stockage logistique sur le bassin de Fos. Il y a encore de la réserve? Il y a des projets Oui, la région PACA... Parce qu'il va falloir accumuler ces marchandises. Hein, tout à fait. La région PACA a fait une politique logistique qui part d'un constat qui est une forte demande. D'abord pour l'économie locale, mais aussi pour faire l'interface entre la mer et la terre. Et clairement aussi, la région est située sur des flux très importants de camions, la péninsule ibérique vers l'Europe centrale, vers l'Italie, etc. Donc c'est un bon emplacement pour faire de la logistique. Donc la demande, en général, est forte. Le port, et ça fait partie de la même enquête publique, développe 100 hectares de terrain logistique. Et en plus, hors de zone portuaire, mais à proximité, il y a d'autres projets d'extension. Donc oui, il y a une volonté de développer davantage de zones logistiques. La demande est là et donc il me semble que si c'est 600 000 mètres carrés de zones logistiques qui est le cible. C'est pas simple. Le terrain constructible en grande zone, c'est pas simple. Et il y a d'autres, il y a aussi des gens qui veulent habiter quelque part, il y a des réserves naturelles. Près du micro. Donc c'est pas simple d'identifier les espaces et tout le monde n'a pas envie d'avoir une grande zone logistique dans son arrière-cour. Oui, mais d'un autre côté, si on veut passer aux 2 millions de VP, gagner les 500 000, il faut faire de l'entrepôt. Et là, l'avantage, c'est qu'on a de l'emploi. C'est-à-dire qu'on n'a pas que du passage. Donc c'est aussi une source économique pour les Bouches-du-Rhône d'avoir vraiment... de l'emploi logistique directement bord à quai, qui est quand même une opportunité par rapport à beaucoup de ports. Et c'est aussi pour ça que nous, les professionnels, on soutient très fortement tous ces développements, parce qu'effectivement, ils sont complémentaires. La partie mer et la partie terre se complètent. Il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de valeur ajoutée. Et ça veut dire que pour nous, c'est un développement naturel et on le soutient très fortement. Alors, dans cette perspective de short sea, il y a la connexion ferroviaire aussi, fluviale. On l'a sait, on a encore vu les investissements, c'est confirmé, enfin l'engagement de CMA sur Lyon, donc on le voit bien, mais ça c'est l'arrière-cour, on va dire. Sur le ferroviaire, il y a des choses à faire. Alors le dédoublement de la voie à Fos, j'arrive toujours pas à savoir comment c'est inscrit ou pas. Et d'un autre côté, plus de services,
une connectivité. Vraiment, l'ambition, c'est la Méditerranée, le passage par Fos et gagner en Europe de l'Ouest. Nous avons des ambitions ferroviaires. Déjà, il faut dire que le ferroviaire se porte bien. Le terminal où je travaille, quand il a été ouvert en 2012, on avait 3% de nos conteneurs en rail. Aujourd'hui, on a 22%. Et nous venons avec l'autorité portuaire à la région d'investir dans un agrandissement. Nous, les manutentionnaires, on a acheté des portiques ferroviaires et la région et l'autorité portuaire a mis à jour l'infrastructure. Donc l'objectif est clairement de continuer d'agrandir le parc de rail. Les opérateurs, globalement, se portent bien. Ça veut dire que les trains sont bien remplis. Il y a des demandes pour plus de sillons, plus de départs, probablement plus de destinations. Là, les opérateurs sont un petit peu plus... gardent les cartes proches de leur poitrine. Les systèmes de sillons fonctionnent d'une façon annuelle. Donc, les demandes sont faites en avril, les réponses tombent en novembre. Mais nous savons que beaucoup d'opérateurs ont demandé plus. Donc, je ne serais pas surpris de voir de nouvelles destinations venir en plus de ceux qui existent aujourd'hui. Donc, nous, on y croit. Sur le fluvial, petit, bon, vous avez évoqué, donc aujourd'hui, ce n'est pas le principal mode pour le short sea. Quand on parle hors de conteneurs, il y a une petite particularité qui sont les navires fluvio-maritimes. On en a pas mal. Certaines montent que jusqu'à Arles, mais certaines montent carrément jusqu'à Lyon. Et ça veut dire que nous avons ces petites unités qui arrivent de monter jusqu'à Lyon, produits sidérurgiques venant de l'Italie ou de Turquie, agroalimentaires, etc., etc. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on va voir se développer. Bon, ce n'est pas très intéressant pour nous, parce qu'on la voit passer à Port-Saint-Louis-du-Rhône et on la salue avant de perdre l'écluse. Mais je pense que c'est quelque chose qui fera. Donc, si j'avais un petit peu d'argent, je pense que je pourrais acheter une unité fluvio-maritime en pariant sur ça. Bah après votre retraite, il y aura un nouveau nom, ça s'appelle Marseille-Fos-Lyon, vous savez bien. Il faut juste un peu attendre. On a terminé. Puisqu'on a le temps, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci bien, Jacob. Puisque j'ai un intervenant en moins. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous partage mon micro. C'est bon. Eh ben, je vous remercie. J'espère qu'on vous aura éclairé un petit peu sur cette partie de ce short sea européen, en tout cas. Merci bien.